Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une hostie de merde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Allô tout le monde! J'espère que vous avez une bonne semaine. Nous, on a eu une bonne semaine parce qu'on a du nouveau. Yes! Beaucoup de nouveaux. Beaucoup de nouveaux. OK, je vais dire on a travaillé fort, mais René il a travaillé extra fort pour sortir notre site web. On a un beau site web sur lapisteducrime.com. Vous avez déjà entendu notre annonce, probablement, parce que vous êtes dans le futur. Et... Toi, on enregistre ça tout en même temps. C'est tout en même temps aujourd'hui. Nouveau disclaimer, l'annonce. Donc, sur le site web, si vous y allez, vous allez voir, on a de la merch, on a beaucoup de choses. Je pense qu'on a comme 14 items sur la merch, puis on a un Patreon maintenant. Oui, j'ai configuré un Patreon, puis juste vite fait pour l'expliquer, c'est Patreon, c'est quelque chose qui vous permet de s'abonner à nous autres, pour un petit montant chaque mois, puis en retour, nous autres, on donne du contenu supplémentaire exclusif. Les épisodes, ils vont toujours être gratuits, mais si vous êtes abonné, vous allez avoir du contenu supplémentaire de nous autres. C'est ça, puis si ça va bien, peut-être qu'un jour, on va pas toujours enregistrer dans notre salon. On va actually avoir un studio à quelque part dans notre maison. Une chambre, où est-ce qu'on peut mettre ça? Ouais. Une chambre, ouais. Qu'on va nommer studio. Ouais. Exactement. Donc, René... Faudrait juste rajouter aussi, Mireille, le Patreon, là, comme le genre de contenu supplémentaire qu'on a été d'accord dessus jusqu'à date, là, c'était que les gens savent les sujets d'épisodes en avance, puis on va faire des sessions live Q&A une fois de temps en temps pour les gens qui sont abonnés. Fait que ça va être des petites choses de même, des choses de fun, là. On veut impliquer les gens puis être capable de leur parler. Fait. Ah oui, du live. Des contenus exclusifs qui seront pas édités. On va prendre toute la magie du montage. C'est ça. Ça va être drôle. Et probablement. OK, fait que Mireille, t'as-tu des petits shout-outs à faire avant qu'on commence? Oui, c'est ça. Donc, au dernier épisode, on avait oublié certains noms des gens qu'on avait rencontrés au Podcrime. Donc, je vais faire un shout-out à Vicky et Charlotte. Bonjour les filles. Toi, René, t'en as-tu un? Oui, moi, j'ai une correction à apporter, là, parce que moi aussi, la semaine dernière, j'ai oublié un nom. Tu te souviens? Il y avait la blonde à Marc-André. Mm-hmm. Ils se sont assis direct en avant de nous autres. Oui, je m'en souviens. J'ai fait par exprès pour lui demander le nom, puis j'ai oublié le nom. Mm-hmm. Puis, en fait, Marc-André m'a contacté, là, fait que j'ai préparé un petit quelque chose, là, Oh, misère. pour s'excuser d'avoir oublié le nom. Là. Non. T'es-tu prête? Non. Te connaître comme que je te connais? Non. Au festival Pas de crime, on a rencontré un certain Marc-André qui m'a présenté sa douce moitié, son cœur en dentelle. Mais son nom est passé à travers ma cervelle. Puis soudain, il se tourne, l'air bien ravi. Dis-moi, tu te rappelles-tu du nom de ma chérie? Je panique, je me sens prise au piège. Est-ce qu'ils font défaut, mes sacrés méninges? C'est calme. Marc-André, le regard fier et confiant, dit « Salut mon chum, t'as vu mon diamant? » Je souris, un peu nerveux en espérant qu'il ne me demande pas son nom à cet instant. Elle n'est pas seulement la blonde à Marc-André, mais son prénom, je l'ai oublié. Marc-André, lui, il fait « hi 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 » parce que la femme de sa vie, c'est Joanie. Comme si, OK, je dois te le donner, c'était cute. Mais misère, René. Oh, Joanie, j'ai oublié ton nom. Ah, il a pas fini. J'ai pas de mémoire, comme un esti de con. J'espère que tu vas me pardonner de t'avoir appelé la blonde à Marc-André. Oh
my God! Fallait que ça continue, hein? Fait qu'oubliez pas son nom à Joanie, parce que ça lui fait de la peine quand on l'oublie. Quand t'as un beau petit nom comme Joanie, c'est comme une mélodie qui te suit jour et nuit. T'as-tu fini? La fin. Ah oui, ça. Il a fait un poème. Joanie, je m'excuse. Là, tout le René, monde, il est fier, là. on va tous se rappeler de son nom. Oh. Si jamais on se rend à épisode 100, là... Comment tu l'as appelé? Hommage à Joanie? Ah, j'ai pas donné de nom au poème. Oh, bon. Encore pas de C'est nom? juste, c'est Joanie, là, c'est le poème éponyme. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est assez. Mm-hmm. Mireille, où est-ce que la piste nous mène ce soir? Aujourd'hui, René, je t'amène sur la piste de Guy-Paul Morin. Ouh! As-tu déjà entendu parler du cas de Guy-Paul Morin, René? Tu m'en as parlé dernièrement. Oui, mais... Ben, tu m'as dit le sujet, là, tu m'as pas expliqué l'histoire, mais non, j'avais pas entendu ce nom-là avant que tu commences ta recherche. Non, hein? Ben, c'est ça. Donc, moi non plus. Puis, j'étais vraiment surprise parce que c'est un cas qui a été largement médiatisé dans les années 90. Comme c'était très populaire. Comme au Québec, ou? Non, c'est un cas ontarien. C'est en Ontario? Oh, OK. Bon, ben, je vais commencer. Puis là, je vous le dis tout de suite. Attachez vos trucs, la gang, parce qu'il y en a beaucoup de pognages de nerfs. J'ai fait un mouvement d'attachage de tuque Oui. en oubliant complètement que c'est audio seulement. Là. Puis c'est drôle parce que t'as pogné tes écouteurs en même temps. Bon, tu sais quoi, c'est un cas sérieux. Le début, il est un petit peu rock'n'roll, ça. Je vais être un petit peu plus sérieuse. Donc, ce cas débute en 1984. Une petite fille de 9 ans se fait débarquer de l'autobus scolaire un peu avant 4 heures de l'après-midi à Queensville, en Ontario, à peu près 1 heure de Toronto. Elle était toute excitée de rentrer à la maison pour montrer à sa mère et à son grand frère la nouvelle flûte à bec qu'elle avait reçue à l'école ce jour-là. Moi, je me rappelle des flûtes à bec à l'école. Oui. Pareil, talent inutile. Ouais, à moins que quelqu'un ait fait de carrière en flûte à bec, laissez-nous savoir. Comme j'aime la musique, tu sais, je joue beaucoup de guitare, mais la flûte à bec, là, c'est à cause que l'instrument il est pas cher. Là. Je sais pas si vous savez, mais nous, ici en Ontario, lorsqu'on fait des cas, l'information qu'on reçoit est beaucoup en anglais. Lorsqu'on fait nos recherches, les informations sont en anglais. Puis là, ça disait sur recorder. Oui, c'est sur her recorder. Là, je suis comme, elle a eu une enregistreuse. Pourquoi que les élèves avaient chacun une enregistreuse? Mais là, je suis comme, oh, un recorder niaiseuse, c'est une flûte. Ouais, j'ai jamais comme pensé à ce lien-là parce que comme ça a toujours été recorder dans ma tête. Ouais, un recorder, c'est une flûte à bec. Ouais. Moi, je pense toujours en français en premier, donc... en tout cas. Donc, la petite fille descend de son autobus et est toute excitée d'aller montrer sa flûte à bec à sa mère et à son grand frère. Mais, malheureusement, sa mère et son frère étaient partis magasiner et étaient un peu en retard. Ils arrivent à la maison environ 20 minutes plus tard, vers 4h10. Voyant la bicyclette de la fillette qui était laissée par terre à côté de la chaîne, et le panier était brisé. En rentrant dans la maison, ils s'aperçoivent que le manteau de la petite fille était accroché sur un crochet plus haut, plutôt que celui du bas qu'elle avait l'habitude d'utiliser dans l'entrée. Oh, c'est suspicieux. Ils n'en font pas de cas, ils pensent qu'elle est sûrement juste partie jouer au parc avec des amis. Jeannette Jessup débute les recherches de sa fille peu après 5h30, le 3 octobre 1984. Jeannette cherche les parcs locaux à la recherche de sa fille Christine. C'est déjà plus le fun. Ah, je sais. La famille Jessup venait de déménager à Queensville il y avait juste 1 an. Et la petite Christine allait tellement bien. Elle faisait partie des brownies. Tu sais c'est quoi les brownies, René? C'est comme les majorettes ou comme les scouts pour filles. Là, ça? Ouais, c'est ça. C'est des scouts pour filles. Ouais. Elle faisait partie d'une équipe de balle molle et elle avait même parti sa petite entreprise de vente de vers de terre. Elle vendait ses vers de terre aux pêcheurs de la région. Là, j'ai pensé comme cute, la petite puce qui vend ses vers de terre. C'est vraiment cute. Elle s'installe le samedi matin, puis le monde arrête là pour acheter les vers de terre. Oui, c'est ça. Après avoir cherché les parcs, Janet s'arrêta à un dépanneur pour s'acheter des cigarettes. C'est à ce moment-là qu'elle se fait dire que Christine avait été aperçue en achetant de la gomme en après-midi. Le dépanneur est à environ de 50 mètres de chez elle. C'est pas loin. Non, c'est vraiment pas loin. La petite fille aux cheveux bruns
a été vu pour la dernière fois marcher à côté de son vélo en retournant à la maison du dépanneur. Entre 7h et 8h du soir, Janet Jessup appelle les policiers afin de rapporter la disparition de sa fille Christine. En dedans d'une heure, les policiers recherchaient les alentours de la maison, le quartier et les champs non loin de là. Les policiers ont aussi fait du porte-à-porte, interrogeant des voisins. Parmi ces voisins, les policiers interrogent la famille Morin. Les Morin vivaient juste à côté des Jessup. Alphonse et Ida Morin avaient 6 enfants. En 84, il y avait juste leur fils de 24 ans, Guy-Paul, qui vivait encore avec eux. Guy-Paul se faisait appeler seulement Paul. Mais pour le reste de mon cas, je vais parfois l'appeler Paul, Guy-Paul ou seulement Morin. Paul travaillait comme sableur dans une usine de meubles. Son travail consistait de sabler des meubles. C'est un peu simple. C'est un sableur d'une usine de meubles. Oui, l'eau est bien trempe chez nous. Arrête donc. Il y avait plusieurs loisirs, comme l'apiculture, donc beekeeping, qui est la culture d'abeilles, et reconstruire des vieilles voitures. Paul jouait de la clarinette ainsi que du piano. Il était aussi extrêmement intelligent et avait des connaissances en ingénierie, en électricité et en architecture. Ça sonne un peu comme quelqu'un que je connais, en électricité ou en ingénierie. Quelqu'un qui s'intéresse à toutes sortes de sujets. C'est ça. C'est en train de me peindre comme un criminel. Non, tu vas voir à quoi que les gens y pensaient de lui. Ouais, je suis en train d'assumer que c'est Guy-Paul Morin le coupable déjà. Attends. Je t'ai dit d'attacher ta tuque, tantôt. Continue d'attacher ta tuque. À Queensville, les Morins étaient vus comme des gens bizarres. Ils faisaient des tâches dehors la nuit. Leur maison était toujours en rénovation et la cour était pleine de vieilles voitures. Les policiers qui étaient en train d'interroger Ida Morin aperçurent Paul qui regardait la télé, ne montrant aucun intérêt dans leur conversation. Il aperçut un peu bizarre. Une petite fille disparaît et était même pas intéressée. Ouais, c'est weird. Tout le monde devrait se porter volontaire, là. Mm-hmm. Lorsque l'officier demanda à Alphonse si les policiers pouvaient fouiller la maison, Alphonse refuse. Suspicious. Peu de temps après, le grand-frère de Christine, Ken, retourne chez les Morins pour demander à Paul s'il avait vu Christine. Paul répondit qu'il est revenu du travail entre 5h et 5h30 et qu'il n'a pas vu Christine. Ken se demandait aussi pourquoi Paul ne faisait pas partie des recherches pour retrouver la petite. Mais, choisit de ne pas lui demander et il est reparti. Par le lendemain matin, toujours aucun signe de Christine. Les policiers disent aux médias que la situation semble sombre, donc ça regarde pas bien. Ouais, ils disent que ça regarde pas bien, à cause qu'ils n'ont encore pas trouvé la petite. Après 24 heures, ouais. Ben non, ça fait même pas 24 heures. À quelle heure qu'elle est disparue le soir, là? Ben, eux autres, ils figurent que la dernière fois comme elle a débarqué de l'autobus, elle a été au magasin s'acheter de la gomme. OK, tout de suite Ils après l'ont pas l'école. revu. Ouais, c'était comme tout de suite après l'école. Vraiment, si c'est par le lendemain matin qu'ils disent ça. C'est un 16 heures, à peu près. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Ben, c'est trop, là. Mais... Mm-hmm. Les parents ont pas dormi. Non, c'est trop, mais de dire que la situation semble sombre. Ouais, c'est comme, j'ai pas eu de réaction tout à l'heure, mais je trouvais ça weird que la police dise ça, là. Ouais, mais elle a juste 9 ans. Uh-huh. Oui, ça se peut, tu sais. Ils devraient toujours être comme très optimistes avec les parents. Ouais. Ou réalistes, je veux dire. Mais là, ils ont dit ça aux médias, ils ont pas dit ça aux parents. Oh! Ils ont dit ça dans les médias. Mm-hmm. Fuck. Mm-hmm. Mm-hmm. Environ 350 bénévoles et les cadets de l'armée rejoignent la police pour continuer les recherches afin de trouver la petite Christine. Ils utilisent des chiens pisteurs, des chevaux, des 4 roues, des hélicoptères et des avions pour aider aux recherches et inspecter les lieux. Mais rien. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont même fermé les magasins et les écoles pour aider aux recherches. C'est une petite ville où tout le monde se connaît et où les résidents s'entraident. Les gens qui ne participaient pas aux recherches aident du mieux qu'ils peuvent en contribuant de d'autres façons comme d'apporter de la nourriture aux chercheurs. Ils se disent que si Christine s'est faite enlever, c'est sûrement par un étranger qui passait dans le coin. Ça arrivait jamais et ça serait certainement pas par quelqu'un de la ville. Mauvaise assumption. Ah ouais, c'est ça. Ils pensent toujours, non, ça peut pas être quelqu'un d'ici, là. Personne ferait ça. Il me semble que les crimes violents, c'est souvent quelqu'un que tu connais. Mm-hmm. C'est rarement un étranger. Ouais, c'est ça. Pendant les recherches,
Les résidents ont eu tout un choc d'apprendre que le père de la petite Christine, Bob Jessup, était en prison. Janet Jessup avait dit à tout le monde que son mari était parti en voyage d'affaires. Il dit pourquoi, là? En réalité, il purgeait une peine de 18 mois pour fraude. Ah, OK, puis elle avait honte, fait qu'elle compte des menteries. Il était en voyage d'affaires. Ouais, 18 mois. C'est pas suspicious, pantoute. Bob a été coupable d'un vol d'argent d'un frère et d'une sœur plus âgés pour qui il était mandataire, donc un power of attorney. Ah! Il était power of attorney de son frère et de sa sœur. Il a volé son propre frère et sœur. Oui. Ah. Donc, power of attorney, c'est que tu peux prendre des décisions financières ou médicales en leur nom. Pendant qu'ils sont vivants. Oui, c'est ça, pendant qu'ils sont vivants, donc c'est ça. Parce qu'une fois que tu meurs, là, c'est indifférent. C'est l'exécuteur du testament. Ouais, exécuteur testamentaire, quelque chose comme ça. Ouais, le power of attorney, là. Comment t'as appelé ça en français, le mandataire? Mandataire. Ouais. Ben, c'est ça que moi j'ai trouvé, là. Peut-être que c'est pas exactement le bon terme. Je pense que ça l'est. OK. Et c'est ça. Toute l'information que je trouve, c'est anglais, puis il faut tout que je traduis. Donc, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'essaie de faire le meilleur job possible. Le jour suivant la disparition de Christine, les tribunaux accordent une temporary release from jail à Bob. Donc, Bob est relâché temporairement. C'est comme une visite de week-end. C'est pour qu'il puisse être avec sa famille pendant ces temps difficiles, qui est comprenable. Ouais. Mais ça éveille beaucoup de soupçons pour les résidents de la ville de Queensville. Ils se demandent si la famille n'aurait pas quelque chose à voir avec la disparition de Christine. Quelque chose qui a resté dans leur tête très longtemps. Après 3 jours, les recherches sont arrêtées. Rien n'a été trouvé, aucun indice ou piste, rien. Christine avait totalement disparu. Mais 3 jours, je trouve ça court. Je sais pas. Ils ont arrêté de chercher après 3 jours? Oui. Je suis certain qu'il doit y avoir une gang de volontaires qui continue ça après 3 jours. Là. C'est la police qui arrête après 3 jours. Oui, oui. C'est vite, hein? Oui. Moi, je serais frustré, là, si c'est dans la famille ou dans les parents. Dans les mois qui suivent, Janet Jessup fait des rêves constants et continue ses recherches par elle-même. Elle consulte même une voyante, des psychics, right? Je sais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, René, mais comme tu peux t'en douter, Aucun commentaire. Aucun signe de Christine. Le 31 décembre 1984, un homme s'aperçoit que son chien se comporte bizarrement et jappe sans arrêt dans le champ derrière sa maison. Oh non. À Sunderland, en Ontario. C'est à 56 km de Queensville. Il saute dans son camion en compagnie de ses 2 jeunes filles et va investiguer ce qui se passe. Oui? Ben, je pense que tu peux t'en douter, on est quand même sur la piste du crime. Hein? Oui. Ah, je veux pas que tu le dises. Mais j'ai pas le choix de continuer. Il se stationne près d'un sentier et commence à marcher vers le chien. Une des jeunes filles pense apercevoir une pile de déchets. S'en approchant, l'homme fait la macabre découverte d'un corps décomposé, non loin du corps, une flûte à bec, avec le nom de Christine Jessup inscrit dessus. Je le savais. Je sais, on aimerait donc que ça finisse autrement puis qu'il retrouve la petite saine et sauf, hein? Pourquoi qu'on fait pas des cas des fois où c'est qu'il y a des bonnes fins? J'ai pas fait d'enfants, mais c'est toi qui fais des enfants. Ah, ça... C'est mon premier. Oui, c'est la première fois qu'on parle d'un enfant. Ouais. Oh. Je m'excuse, tout le monde. Je m'excuse, René. Pour la police de Durham, ceci était leur plus gros cas à date. Habituellement, les meurtres étaient rares et il n'y avait même pas de brigade pour les homicides dans le corps policier de Durham dans ce temps-là. Non? Non. Astor, c'est une tellement grande région. Les détectives Bernie Fitzpatrick et John Shepard sont nommés les enquêteurs principaux dans le cas du meurtre de la petite Christine, même s'il y avait pratiquement aucune expérience avec les enquêtes d'homicide. La façon dont ils mèneront leur enquête deviendra une part importante de l'affaire judiciaire pendant les 10 prochaines années. 10 ans? Oh! Oui, 10 ans. Ah oui, c'est un cas spécial, tu vas voir. Le jour où le corps de Christine a été trouvé, on annonçait une grosse tempête de neige. Donc, le détective Fitzpatrick demande de mettre une tente ou une tarp par-dessus la scène de crime. Mais l'inspecteur en chef dit non. Et demande aux officiers de ramasser le plus de preuves possible avant que la scène soit recouverte de neige. Ben là.
Je veux pas faire sa erreur. job. Ouais, non, c'est ça. Vite, vite, vite! Ah oui! Let's go! Ouais, Dépêchez-vous, ramassez le plus d'indices possible là, qu'on s'en aille. faut que tu préserves ça, faut que tu prennes ton temps pour que ça soit bien fait. Mhm. Donc, Ça se dit pas. beaucoup de preuves ont été oubliées, même des ossements. Non. Ouais. Comme des gros morceaux qui n'ont pas été trouvés. Oui. Ah. L'autopsie a été faite au jour de l'an 1985 et le coroner détermine que Christine est morte poignardée à la poitrine. Non. Ah. Ouais. J'aime pas ça. Non, moi non plus. À cause de l'état avancé de sa décomposition, il était impossible de déterminer si elle avait été agressée sexuellement, mais du sperme sera retrouvé sur un vêtement plus tard. Arc. Non. Mhm. Donc, Je l'aime pas ton cas. ils savent pas, mais comme ils ont trouvé du sperme plus tard, ça aussi. Ouais, en tout cas. Non, je sais que t'aimes pas mon cas. Pendant l'autopsie, on a également découvert que sur le collier que Christine portait, il y avait des cheveux pris dedans. Cette preuve va prendre beaucoup d'ampleur dans les années suivantes. Pas les cheveux à la petite, j'imagine. Les deux. Oh. Ouais. OK. Une semaine après la découverte du corps de Christine, elle fut enterrée au cimetière de Queensville. Les policiers ont dû retenir les médias pour que la famille puisse vivre leur deuil en paix et lui dire au revoir. C'était comme super médiatisé, il y avait plein de monde. Les autres qui ont dit non, là. Les policiers, ils gardaient la place autour du cimetière là, pour empêcher les médias de s'en venir. Je suis content d'entendre que les polices ont fait ça. Oui. Des fois, ils auraient pu laisser les médias rentrer, puis ça aurait pas été bon pour personne. Exactement. 6 semaines après la découverte du corps, les policiers n'avaient toujours pas de suspect ou d'indice. Ils savaient même pas par où commencer. Mais non, les indices, ils ont tous laissé C'est ça. dans le bois. Oui, dans le champ. Les détectives Fitzpatrick et Shepard décident donc d'interroger la famille Jessup de nouveau dans l'espoir de trouver de nouvelles informations. Lors de l'interrogatoire, Janet fait référence à son voisin bizarre, Paul Morin, qui n'a pas participé aux recherches et qui était même pas aux funérailles. La famille était déjà connue comme bizarre dans la communauté, comme j'ai dit tantôt, et les policiers ont tout de suite vu Paul comme une personne d'intérêt, une personne liée à l'enquête mais qui n'est pas encore considérée comme un suspect. Ouais, il est bizarre déjà, là. Mm-hmm. Mais il est pas un suspect, mais il est on dit en anglais, on dit a person of interest, comme c'est une personne d'intérêt. Il est comme ça à la liste des détectives, là. C'est ça. Dans le cahier de notes du détective Fitzpatrick, il est écrit Paul Morin, joueur de clarinette, gars bizarre. Gars bizarre. Ben René, tu sais que tous les joueurs de clarinette sont bizarres. Voyons. Non, je m'attendais à des notes peut-être un peu plus comme précises, un peu plus phrases complètes, là, mais non. Non, c'était point de forme comme ça. La seule chose que j'ai faite, c'était de traduire. Ouais. Les détectives se rendent chez Paul Morin et lui demandent s'ils peuvent l'interroger dans leur voiture de police. Il accepte et se fait interroger pendant 2h30. Ce qu'il ignore, c'est que l'interrogatoire est enregistré. Paul était confiant. Il décrit Christine comme une petite fille adorable. Les policiers lui demandent aussi s'il avait déjà donné un câlin ou pris dans ses bras. Paul répond qu'il ne l'a jamais touché. L'enregistrement était fait sur une cassette, mais la cassette a arrêté d'enregistrer après 45 minutes. Donc, la plus longue partie de son interrogatoire n'a même pas été enregistrée. Non. Ouais. Ah, rookie mistake. Oui. Les policiers en ont conclu, dans leur tête, que peut-être que Christine aurait été chez Paul après l'école pour lui montrer sa flûte et qui aurait utilisé leur intérêt de la musique comme excuse pour partir une conversation avec la jeune fille, puis ensuite la kidnapper. Maintenant, ils ont un motif et une théorie de comment que le crime se serait passé. La seule chose qui leur manque sont des preuves. Ils savent que Paul a parti du travail le 4 octobre à 3h32, comme il l'a dit. Le temps de se rendre chez lui à partir de son travail était de 40 minutes. Donc, même s'il ne serait pas arrêté nulle part en chemin comme il l'a dit, le plus tôt qu'il aurait pu être chez lui, ça aurait été 4h15. OK. Rappelez-vous que Ken et Janet ont dit qu'ils sont arrivés à la maison vers 4h10 et Christine était déjà partie. Donc, comment que Paul aurait pu l'enlever? Mais les officiers étaient pris sur comment que Paul était bizarre. Ils avaient cette théorie qui faisait bien du sens, tant qu'à eux. Mais ça, j'imagine, fait
à sa job, il doit avoir comme un Il horloge, punch. un punch-in, Oui. punch-out. Oui. Mais comme ça veut juste dire que c'est son numéro qui a passé dans la machine à 3h32, tu sais. Oui. Il est pas sur surveillance, il est pas sur caméra. Fait que peut-être qu'il est parti avant, là, tu sais. Tant qu'à moi, c'est pas une énorme preuve, tu sais, qu'il punch out à cette heure-là, parce que n'importe qui pourrait punch out pour lui. Oui, c'est vrai, ça se pourrait, t'as raison. Les détectives essaient de faire les preuves rentrer dans leur théorie et pas le contraire. Ils retournent donc voir Janet Jessup et lui demandent « Es-tu certaine que vous avez arrivé à 4h10 et pas un peu plus tard? » Ah, il me donne la réponse dans sa question, ça, j'aime pas ça. Peut-être que vous avez arrivé plus tard, mais t'es trop gêné pour nous dire à cause que tu te sens coupable. Oh my God, voyons donc. Ouais, what? Oui. Je comprends que comme quelqu'un peut avoir de l'air suspicieux, tu trouver des preuves, mais comme c'est pas de même, ça marche. Shepard dit « Peut-être que ton horloge de cuisine ne fonctionne pas bien. » Voyons donc. Pareil, détective. Ah, je sais. Après tout ça, Janet dit que ça se pourrait qu'elle soit arrivée un petit peu plus tard qu'elle pensait. Elle dit au détective, peut-être que c'était plus vers 4h35. On se donne 20 minutes de plus. Ben, ils ont mis des doutes dans sa tête. Ouais. C'est ça qu'ils ont fait, là. Si tu pousses assez fort, tu peux faire bien du monde changer d'idée. Ce nouveau temps d'arrivée fonctionne et coïncide maintenant avec celui de Guy-Paul Morin. Et ça lui donne amplement le temps d'enlever la fillette avant l'arrivée des Jessups. C'est bien beau tout ça, mais les détectives n'ont toujours pas de vraies preuves. Ils retournent donc aux analyses médicales légales. Tu te souviens du cheveu retrouvé mêlé dans le collier de Christine? Les détectives disent que si ce cheveu correspond avec ceux de Paul Morin, ils auraient leur coupable. Ben, non. Ils sauraient qu'il a été proche d'elle quelque temps dans la journée depuis la dernière fois qu'elle s'est fait les cheveux. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé une officier s'infiltrer pendant une des répétitions de groupe de Paul. Elle a fait semblant d'être une étudiante en coiffure et devait prélever des échantillons de cheveux pour un travail. C'est comme c'est pas subtil pantoute, là. Je veux tes cheveux. Ouais. Je vais aller au band practice, là. Mais, aller prendre les cheveux du monde. Ouais, en tout cas. 3 personnes du groupe ont accepté, incluant Paul Morin. Oh, ouais. Ça sonne tellement sketch, ça, cette affaire-là. C'est bizarre. Ils sont chanceux qu'il a tombé pas. Ben oui. Ces échantillons de cheveux ont été apportés au laboratoire de l'équipe médico-légale et elle conclut qu'effectivement, ces cheveux venaient de la même source que les cheveux retrouvés sur le collier de la petite Christine. Il est important de noter que les analyses de cheveux ne sont pas 100% correctes comme l'ADN. Mais à ce moment-là, Guy-Paul Morin fut le suspect numéro 1 des policiers concernant le meurtre de Christine Jessup. Les policiers ont également fait analyser des fibres de l'auto de Guy-Paul Morin à des fibres retrouvées sur Christine. Les analyses n'étaient pas concluantes, disant qu'ils avaient des ressemblances. Mais pour les policiers, c'est assez pour faire l'arrestation de Guy-Paul Morin. Ah, vraiment? Vraiment. C'est pas beaucoup de preuves, me semble. Pas en doute. Je commence à penser de plus en plus qu'il est pas coupable pantoute, là. Ou que si oui, on n'a pas vu la bonne preuve encore, tu sais. Il y a zéro preuve. Il y en a pas. Il y a rien de bon. Non, il y en a pas. Les cheveux sont pas un 100% d'un match. Les fibres, c'est pas concluant. Il y a rien comme c'est là. Les heures, là, c'est flou, là, les affaires. Les heures, ils en donnent pas. Elle avait dit 4h10, puis ils ont retourné jusqu'à temps que ça fasse du sens. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient entendre. Right? Oui. T'es-tu sûr? C'était pas un peu plus tard? Ils ont dit exactement qu'est-ce qu'ils voulaient entendre. C'est ça. Le 22 avril 1985, juste avant 20h, donc 8h, nous autres on dit 8h, là, mais 20h, Paul Morin se rendait à sa pratique lorsqu'il fut arrêté par Shepard et Fitzpatrick. Il fut extrêmement surpris d'apprendre qu'il était arrêté pour meurtre et leur répond « Quoi? Vous me niaisez? » En anglais, il aurait dit « What? You're joking? » Mais malheureusement, c'était pas une blague. Paul fut arrêté et apporté à la station de police où il donna des échantillons d'ADN et de cheveux. Encore. Il s'est également fait interroger pendant 6 heures. Pendant ce temps-là, les policiers se sont rendus chez lui pour fouiller sa maison de fond en comble. Près de 150 objets furent rapportés pour être examinés. Mais après tout ça, seulement un fut gardé comme preuve.
une fibre grise foncée retrouvée sur le plancher du salon des Morin. Peu après son arrestation, la famille de Guy-Paul Morin engagea les avocats Bruce Affleck et Alex Sosna. Les premières choses qu'ils lui ont dit: ne fais confiance à personne et ne parle pas à personne. Ils lui ont dit que les policiers vont probablement infiltrer un agent dans sa cellule ou essayer de faire d'autres policiers le prendre au piège. Évidemment, ces deux choses sont arrivées, mais Paul n'a rien dit et a refusé de parler de ses charges. Après un bout, Paul et l'agent qui était infiltré sont quand même devenus amis, jasant de films, de musique et d'auto. Paul a commencé à faire confiance à l'agent secret et à se confier à lui. L'agent secret lui demande comment il gère son stress dans la situation où il se trouve, accusé de meurtre. Ça doit pas être une chose facile à faire, ça. Paul lui dit « Me, I just red rum the innocent ». Oh. Faisant allusion au film The Shining de Stanley Kubrick, où le petit garçon disait « Red rum », qui est « murder » à l'envers. C'est quoi? Je l'ai jamais vu, ça, Mireille. T'as jamais watché The Shining? Non. Je l'ai déjà vu. Ça fait très longtemps. Je pense même que c'est un film, des années 70? Oui. Oui, hein? C'est là que Jack Nicholson devient populaire, me semble. Oui, c'est ça. Mais je l'ai jamais vu. C'est ça, c'est-tu là, il dit « Here's Johnny ». C'est celui-là? Oui, c'est celui-là, hein? Ah oui, comme la hache au travers. Il y a une parodie de ça dans les Simpsons. J'ai vu la parodie des Simpsons plein de fois, mais jamais l'original. On a déjà entendu parler d'un podcast où est-ce qu'il avait filmé cette place-là. En tout cas, ça avait rapport avec un genre de château, t'en rappelles-tu? Ah oui, parce que c'est un petit peu basé sur une vraie histoire. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, faudrait la réécouter parce que je m'en souviens pas. L'agent secret trouve ça bizarre à ce point. Il est seulement resté avec lui un autre 4 jours après ça parce que Paul se doutait de quelque chose. Donc, il commençait à trouver ça louche, puis là, il dit, il commence à me poser bien des questions, lui, là. Avant que Paul, il figure que c'était un agent secret, ils ont mis quelqu'un d'autre. Ben, ils font souvent ce truc-là, comme tu dois toujours t'en douter, là. Ouais, mais pas nécessairement. Ben, oui, probablement, mais surtout que son avocat lui avait dit. Parle pas à personne. Ouais, c'est pas vraiment. Il a jamais dit que c'était lui qui l'avait fait. Ouais, je veux pas donner du bon advice aux criminels à l'écoute. Non, c'est ça. Ben, là, j'espère qu'il n'y a pas de criminels qui nous écoutent et les criminels écoutent des podcasts de crime pour avoir des trucs, là. J'espère que non. Vous écoutez pas à la bonne place. Non, c'est ça. Ses prochains compagnons de cellule, Robert Dean May et un autre étaient connus sous le nom de Monsieur X. Tous deux avaient des convictions graves et ils avaient reçu des évaluations psychologiques en prison. Ils en avaient été conclus que les deux hommes étaient anxieux et pas fiables malgré ces informations, mais et Monsieur X vont quand même être des témoins importants dans le cas contre Guy-Paul Morin. Ça va se rendre en cours, là. Oui. May témoigne qu'il a entendu Paul dire « Fuck man, fuck, I killed that little girl ». Et Monsieur X confirme cette allégation. Donc, je vais juste expliquer que Robert Dean May, il était le compagnon de cellule de Guy-Paul Morin et Monsieur X était juste à côté. OK. Puis May il a remplacé l'agent, là, tout à l'heure, là, qui s'était infiltré. Mais il n'est pas un agent, lui, là. Ouais. C'est quand même un criminel. Mais il est arrivé après. C'est ça. Ouais. Puis c'est quand même des gros menteurs, là. Ils sont pas fiables. Les avocats demandent à Guy-Paul de plaider coupable. La famille les congédie et engage Clayton Ruby pour le défendre à la place. Ouais, parce que il a dit, moi, je plaide pas coupable pour quelque chose que j'ai pas fait. Ben non, puis il y a comme 0 preuve. C'est ça. Oui, non, c'est ça. Malgré son expérience, Ruby fait une décision qui devient une grave erreur pour le cas de Guy-Paul Morin. Il lui suggère d'aller faire une évaluation psychiatrique pour l'aider avec son cas. Paul était sceptique à l'idée, mais son avocat le rassure que les résultats de l'évaluation ne seraient rendus publics que s'il était trouvé coupable. Donc, t'as rien à craindre. Ça sonne comme un mensonge déjà. Sinon tu me le dirais pas. Paul accepte, mais les résultats de 2 psychiatres reviennent et c'est le choc total pour la famille Morin. René, les psychiatres disent que Guy-Paul Morin est un schizophrène malade capable de meurtre. Oh non. Mais capable de meurtre, ça veut pas dire qu'il est coupable. Non, mais il était sous le choc pareil. Même s'il est weird, tu peux pas être coupable d'être weird. C'est ça.
Le procès de Guy-Paul Morin débute le 10 janvier 1986, 10 mois après qu'il fut accusé du meurtre de Christine Jessup. Le procès a eu lieu à London, Ontario, plutôt qu'à Durham, peur que Guy-Paul Morin n'ait pas un procès juste. La couronne procède sous la théorie des détectives Fitzpatrick et Shepard que Guy-Paul Morin aurait attiré la petite fille chez lui sous prétexte de lui montrer à jouer de la flûte et en parlant de musique. La couronne reposait sur 3 éléments majeurs. Les témoignages de May et de Monsieur X, l'étrange commentaire que Paul aurait dit à l'agent secret, celui de Red Rum, et le cheveu et la fibre analysés par l'équipe médico-légale. L'avocat de Morin, tant qu'à lui, réplique que les témoignages de May et Monsieur X sont de l'ABS puisqu'ils ont donné de l'information pour recevoir une sentence réduite. Ah, ils ont fait une deal. Mm-hmm. Mais le mot à quelqu'un, ça veut rien dire. Exactement. Ça prend des preuves. C'est ça. Le témoignage de l'agent secret a également été questionné, puisque c'était son mot contre celui de Guy-Paul Morin, justement. Oui. Le cheveu analysé a également été remis en question, puisqu'il n'était pas un match parfait. Il y avait seulement des caractéristiques similaires à celui de Morin. Pour les fibres retrouvées sur le plancher du salon, ceux-ci peuvent être expliqués parce que les 2 familles allaient chez le même nettoyeur ou juste par le fait qu'ils soient voisins et un coup de vent d'une fenêtre ouverte ou du linge sur la corde, pas difficile à expliquer. Tu sais, tu dis ça, là. Nous autres, là, on a un gros husky, là. Le poil de notre husky, il doit être dans comme toutes les maisons sur la rue, là. C'est garanti. Garanti, il y a un coup de vent, puis ouf! On est placés tout partout, dans n'importe quelle scène de crime potentielle qu'il pourrait avoir sur notre rue. Oh, c'est... oui. Ah oui, ben c'est ça, les petits, à jouer ailleurs, tu sais jamais. Non, c'est pas des bonnes preuves. C'est juste ça que moi je dis. Lorsque Guy-Paul Morin a été appelé à témoigner devant les tribunaux, il a dit de ne pas avoir tué Christine. Il était faussement accusé. Cependant, la défense fait une grave erreur et divulgue quoi, René? Son évaluation psychiatrique. Oui! Son évaluation psychologique. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Comment ça? Comment que ça peut aider? Sérieusement, fouille-moi, parce que je sais pas. Ouais, j'en reviens pas déjà, depuis tout à l'heure, là, j'en reviens pas que l'avocat de la couronne a regardé ça puis a dit, oui, il y a un cas, on s'en va au procès. Voyons donc. Il y a rien, là. Non. Ben, ou comme, vraiment, sa job, ça aurait dû être, tu sais, de dire aux policiers, si vous pensez qu'il est coupable, comme revenez avec plus de preuves, comme ça, c'est passé, là. Il n'y en a pas de preuves, c'est ça l'affaire. En plus, son avocat, il avait garanti que ça ne sortirait pas, au moins qu'il soit retrouvé coupable. Un voisin souffrant de schizophrénie qui était dans un épisode lorsqu'il aurait attaqué? Pas certain. La défense poursuit en disant que la seule chose que la couronne a contre Morin, c'est qu'il est son voisin et qui est instable maintenant. Parce que vraiment, là, ils disent qu'il est instable à cause qu'ils ont revenu avec son évaluation psychologique. Ben, l'évaluation était aussi un choc à tout le monde. Ça sonne pas comme s'il y a du monde qui croit ça non plus. Exactement. Comme la famille, ça devrait être eux autres là, qui le savent. Là. En tout cas. Donc. C'est toute la BS. Toute la BS. Le 7 février 1986, le jury délibère pendant 14 heures et revient avec un verdict. Ils vont dire coupable. Ça va trop mal, cette affaire ici. Là. Non coupable. Oh, good, OK. La famille Jessup dit au reporter qu'elle est incroyablement déçue du verdict et que leur calvaire continue. Guy-Paul Morin, quant à lui, est heureux et soulagé. Il remercie le juge et le jury. Même s'il a reçu un verdict de non-culpabilité, la communauté n'était pas du tout du même avis. Les Morins recevaient tellement d'appels de menaces qu'ils ont fait débrancher leur téléphone. Paul prévoyait reprendre ses rénovations de maison en rentrant chez lui, mais il a dû changer d'emploi puisque la famille Jessup a fait appel. Et donc, il n'était pas sorti du bois. Ah, faut qu'il retourne en cours encore. Ses parents avaient déjà passé au travers de leurs économies en engageant les avocats pour le premier procès. En juin 1987, 16 mois après le verdict de non coupable, la Cour d'appel de l'Ontario demande un nouveau procès dû à des erreurs judiciaires commises par le juge. C'était un choc pour le Canada. Un homme acquitté de meurtre qui doit subir un nouveau procès, ça se voit jamais. Non, puis les preuves sont pas là. Non. Qui continue à prouver ces projets-là? C'est la couronne, là, c'est le gouvernement. Là. C'est les taxes là encore qui payent ça. C'est taxe là encore.
Guy-Paul Morin doit de nouveau retourner en prison en attendant une audience pour sa caution qui était mise à 40 000 $. Paul avait maintenant 28 ans et son cauchemar continuait. Les Jessup ont donc mis leur maison à vendre, incapables de supporter de vivre près de l'homme qui, selon eux, aurait tué leur fille. Pendant ce temps, la défense essaie de trouver un moyen de faire acquitter Guy-Paul Morin. Ils décident d'exhumer le corps pour voir si les ossements trouvés à la scène du crime correspondaient vraiment à ceux de la fillette. Ils ont-tu même trouvé la bonne personne? Ben, ils ont fait tellement d'erreurs pendant qu'ils étaient en train de recueillir les preuves. Ouais, puis ils sont pressés à cause de la neige. Puis... Ben, c'est ça. Ben, il y en avait trouvé d'autres plus tard. En tout cas, c'était un vrai shit show, là. Ben, d'une façon comme ou je d'une te autre, disais, ils avaient même pas tout ramassé. ils refont vivre un calvaire à la famille. Exactement, c'est ça, ma prochaine phrase, exactement. Ce fut extrêmement difficile à voir pour les Jessup. Également, des policiers auraient trouvé des mégots de cigarettes à la scène du crime, mais les détectives, eux, ils auraient jetés après avoir appris que Guy-Paul Morin ne fumait pas. Ben ouais, ils ont donc. Oui, il fume pas. C'est pas à lui. Les preuves viennent avant la théorie, pas de l'autre bord. Franchement. Ouais. Ah, mais c'est ça qu'ils faisaient eux autres. C'est que ils essayaient de faire fitter les preuves dans leur théorie et pas le contraire, right? Ben oui. C'est ça. Ils font tout ça à l'envers. C'est ça que j'appelle avoir une tunnel vision. C'était lui est coupable puis on va le mettre coupable no matter what. C'est ça, oui. Comme, faut pas que tu commences. Je sais qu'en science, ils disent tu commences avec une hypothèse, puis là, tu essaies de trouver tes preuves, mais comme un détective, c'est tu trouves les preuves, puis tu regardes le message que ça te dit. Ben, c'est ça. Le témoignage de l'agent secret ne serait pas éligible cette fois-ci, parce que c'était vu comme si l'agent essayait de convaincre d'admettre qu'il était coupable. L'évaluation psychologique ne sera pas admise non plus. Pas cette fois-là. Ouais. Yay! Mais il a quand même été acquitté la première fois, hein? Même avec tout ça, oui. La défense apprend que les détectives avaient aussi 3 autres suspects face au meurtre de Christine, mais ils ont tous rejeté. Le premier suspect, un ami de la famille Jessup qui aurait fait des commentaires suspicieux au sujet de Christine. Ben là, c'est déjà plus de preuves. Oui, exactement. Je filme-tu? Le deuxième, un adolescent qui travaillait au cimetière et qui portait toujours un couteau sur lui, puis il y avait aussi des troubles sexuels. Le troisième, un jeune homme qui avait voyagé à Queensville le jour où est-ce que Christine a disparu et le lendemain fait nettoyer sa vanne de compagnie au pressure washer. Ah ben là. Right? Suspicious. Suspicious. Ouais. Lui aussi portait un couteau. Puis la petite a été poignardée. Lui aussi portait un couteau. En plus de ça, il était en famille d'accueil près d'où le corps de Christine a été retrouvé. Mais... Comme jusqu'à date, sont aussi tant, sinon plus, intéressants comme suspect que Guy-Paul Morin. Oui. Mais apparemment que tout ça, c'était pas assez d'informations pour être gardé comme témoignage. C'est pas le voisin, hein? Les autres, c'est rien que ça qu'ils voyaient. C'est ça. C'est toujours le voyage. Le voisin. Quelqu'un qui connaît. Le stress de tout ça a causé bien des séquelles chez la famille Jessup. Ils ont jamais été capables de vendre leur maison de Queensville et la banque a repris possession de leur maison. Ils se sont séparés et Bob a déménagé avec sa blonde. Ken, quant à lui, était vers la fin de son adolescence et il y avait quelques démêlés avec la loi. Ça allait pas bien pour les Jessup, là. Ouais, tout va mal, ouais. C'est ça. De retour au nouveau procès, cette fois-ci, le jury a droit à de nouveaux témoignages. Un officier de police qui avait apporté son propre chien sur le site où le corps de Christine Jessup avait été trouvé. Le berger allemand avait senti la scène et ensuite réagi lorsqu'il était près de l'auto de Morin. Les oreilles baissées, le museau pointé vers l'avant, et il sautait sur la porte du passager. Ben c'est le chien comme personnel de l'officier. C'est ça que t'es en train de me dire? Là? Exactement, c'est ça que j'arrête de dire. Garde Ben en là. tête que c'est pas un chien policier. Ben non, comme pourquoi? La station n'a pas de K9 unit. Ça veut rien dire. Pourquoi, comme ce chien-là, il est pas qualifié? Il a pas été formé? Non. Ah, c'est petite gang. Mais après tout ça, quoi tu penses, René, qui aurait été le verdict, cette fois ici? Ben, j'espère qu'il reste non coupable, parce que moi, je trouve toute cette preuve-là absolument épouvantable. Là. Ça veut rien dire. Là. Moi, je voterais non coupable. Le jury a entendu au-dessus de 100 témoins et le procès a duré 8 mois. Un des plus longs et des plus chers procès pour meurtre dans l'histoire du Canada. Un procès inutile. Un procès inutile.
Le 30 juillet 1992, après 8 jours de délibération, le jury revient avec le verdict. Quoi tu penses? Ben, j'ai dit non coupable. Coupable. Non. Prison à vie sans chance de libération conditionnelle avant 25 ans. Voyons donc. Guy Paul s'adresse à la cour. Je ne suis pas coupable de ce crime et il ajoute qu'il ira en cour d'appel. Les Jessups étaient contents du verdict, disant que finalement, ils peuvent poursuivre leur vie et que Christine peut reposer en paix. Paul a été incarcéré à la prison de Kingston. Maintenant, à 32 ans, il débute sa peine d'emprisonnement. The killer is still out there. Tu penses pas que c'est Guy Paul, hein? Non. Mais ce n'était pas la fin pour Guy Paul Morin. Suite à la publication du livre de l'auteur Kirk Mackin, Red Rum, The Innocent, ainsi qu'un documentaire de la CBC Fifth Estate, que j'ai regardé d'ailleurs pour mes sources, remettent en question la procédure du cas de Paul, les fautes commises pendant l'investigation et le procès. Un groupe d'activistes a décidé de se battre pour Paul. Les activistes, qui s'appellent The Justice for Guy Paul Morin Committee, et promirent d'aider Paul pour aller en appel pour sa conviction et de se battre pour qu'il puisse être libéré sous condition en attendant son appel. Parmi les membres du groupe, on y comptait des avocats, des policiers, des maires, des écrivains et un homme nommé Reuben Hurricane Carter. Ah, c'est lui le coupable. Je le call. C'est lui. Oh, mais René était dans le champ. Non? Ouais. Reuben Carter était un boxeur américain populaire jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable du meurtre de 3 personnes qu'il n'avait pas commis en 1966. Ah, ok, là, je comprends. Sa sentence fut éventuellement levée. Carter se battait maintenant pour les gens condamnés à des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ok, les gens, ils ont fait comme que moi, je viens de faire, là. Qu'il faut pas faire. C'est ça. Donc, J'ai dit que Carter était coupable. C'est comme si tu me nommais un nom, puis tu dis, ok, c'est lui. Là. ah ouais, c'est ça. Ah, c'est lui. Donc, René, connais-tu Bob Dylan? Ben oui, le chanteur. Le chanteur Bob Dylan. Connais-tu la chanson Hurricane? Je suis pas bon avec les noms de chansons. Si elle joue, là, peut-être je le reconnaîtrais, mais... Oui, ok, donc... Je suis pas un gros fan de Dylan non plus, là, mais... Mais moi, je l'aime assez, là. Mais la chanson, c'est à propos de Reuben Carter. Ah, ok. Wow. Hurricane. Here comes the story of the hurricane. Ah oui, oui. The ok. man the authorities came to blame for something that he never done. Ok, excusez tout le monde, là, mais c'est juste... Ah non, c'était bon. Ah oui, ok. Oui. Mais c'est ça, donc, toute la chanson, Hurricane, c'est à propos de Reuben Carter. Faut aller l'écouter après, là. Oui, c'est vrai la mettre. Donc, lui, Reuben Carter, il a passé 20 ans en prison. Ah. Il a été relâché grâce à un groupe d'activistes canadiens qui l'ont aidé. Il déménage donc au Canada et passe son temps à aider les gens comme Guy Paul Morin. Ah ouais, wow. Le groupe réussit après 7 mois d'emprisonnement à faire sortir Morin sous caution. Après 7 mois. 7 mois. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bonne question. Ils ont fait beaucoup. Mais lui, il était vraiment comme impliqué là-dedans. Il y avait des écrivains, il y avait des avocats. Ouais, ils ont comme une équipe, là, ils ont des ressources. C'est ça. OK. Donc, ils ont envoyé des lettres. C'est ça. Donc, j'ai pas tous les détails, là. Puis ça s'en venait long aussi, là. Mais, je sais pas. Bonne question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais, en tout cas, donc, ils ont réussi à le faire sortir sous condition. Mais, en automne 1994, des avancements technologiques concernant l'ADN progressent. L'ADN retrouvé sur la petite Christine fut envoyé pour être analysé. Oh. En cours d'appel, la petite salle était pleine à craquer. Tout le monde attendait le verdict. Est-ce que l'ADN analysé serait un match pour Paul? Ce n'est pas la sienne. Drumroll, please! Guy Paul Morin est innocent. Ben oui, good. L'ADN n'était pas un match. Ken Jessup, donc le grand frère de Christine, fait ses excuses auprès de Paul et ajoute même qu'il devrait les poursuivre. Donc, il dit qu'il devrait poursuivre le gouvernement. C'est OK. Il dit « Well, I shouldn't say this, but he should sue. » Ouais, comme il reconnaît que cet homme-là a vécu l'enfer. là. Paul et sa famille ont effectivement reçu une somme d'argent pour tout ce qu'ils ont passé à travers. Paul a reçu 700 000 et ses parents, qui avaient dû utiliser toutes leurs économies et refinancer leur maison, ont reçu 550 000. Wow.
qui est pas... C'est bon, mais... Tu lâches pas ta job pour ce Ben, montant-là, exact, là. right? C'est ça. Donc, en 1998, à cause du cas de Guy-Paul Morin, il y a des recommandations qui ont été faites pour avoir un DNA database au Canada, qu'ils ont mis sur pied 2 ans plus tard. Ça sort de là? Ça sort de là. OK. Mhm. Bob Jessup perd contact avec son fils et son ex-femme, persuadé que Guy-Paul Morin est encore coupable du meurtre de sa fille. Let it go. Ben, c'est comme... Je comprends que tu veux... Oui. Tu veux trouver quelqu'un, mais... blâmer quelqu'un, mais là, tu sais quoi, t'as pas raison, là, t'as tort. Qu'est-ce que ça te prend de plus? Et Diane dit que c'est pas lui. Ouais, comme il y avait déjà aucune bonne preuve, puis là, l'ADN vient l'exonérer. Fait. Ils ont jamais eu de preuve contre lui. La police de Toronto prend charge du cas de la petite Christine et il semble que ce cas ne sera jamais résolu. Mais, René, en octobre 2020, en utilisant la généalogie génétique, Ah, oui. Boom! Yes. un match, c'était un ancien ami de la famille Jessup, Non. Calvin Hoover. Quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu connais. Ah. Le pire dans tout ça, René, Bob, c'était son boss. Bob était son patron à Calvin Hoover. Il aurait dû être quelqu'un qui aurait été examiné dans l'enquête préliminaire, là. Hoover, il a fait partie des recherches, il était au funérailles de Christine. Il a jamais été interrogé ou même été un suspect pour le meurtre de Christine. C'est un proche de la famille. Ah. Maudite mauvaise job, les polices. Mais Hoover s'est suicidé en 2015. Ah. Ça, il était... Ils l'ont jamais pogné. Non, jamais pogné, il était déjà mort. Le groupe d'activistes s'appelle maintenant Innocence Canada et ils ont aidé 24 personnes innocentes depuis 1995. Il y en a probablement beaucoup d'autres. Oui, mais c'est ça. Mais 24, c'est quand même bien, là. Oui. Ils font du bon travail. C'est juste que j'imagine que ça doit prendre comme énormément de bonnes preuves pour sortir quelqu'un de prison, pour les exonérer. C'est une montagne qui doivent escalader à chaque fois, là. Ah oui. Mais tu sais quoi? À force d'en faire, ils doivent savoir plus quoi faire. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Comme à force d'en faire, ils doivent savoir à qui contacter, qu'est-ce, tu sais. Ouais, puis pareillement, moi, je me dis que les erreurs que les policiers ont faites pour mettre des gens innocents en prison, ça doit être souvent comme les mêmes patrons. Tu sais, fait qu'il doit y avoir plusieurs cas qui se font exonérer de la même façon. Parce que, tu sais, on est humain, on fait les mêmes erreurs, là. C'est ça. En tout cas, il doit s'en fait taper ses doigts quand même, là. J'espère. Mais là, t'as-tu des nouvelles sur Guy-Paul Morin? Comme, qu'est-ce qui est arrivé à Guy-Paul? Non. Ben, Guy-Paul Morin, non. Il y a rien. Il y a pas grand-chose sur lui maintenant, là. OK. Comme il a continué sa vie, puis... Qu'il n'y a pas comme That's plus it. de tragédies, ça, c'est ça que je demande, I guess. Non. Une fois qu'il a été non coupable à cause de l'ADN, c'était fini, là. OK, Pour good. lui. Ça a pris du temps parce que il a été chanceux, il était libéré sous condition. Donc là, il était plus en prison, mais il a passé beaucoup de temps jusqu'en 94, là. Oui. Tu sais, il était quand même sous condition, c'était quoi, un bon 2 ans? Mais non, une fois qu'il a été non coupable, c'était that's it pour lui, là. Il a sorti des médias, puis il vivait sa vie, là. Il voulait plus rien savoir. OK, good. Mais après qu'il a eu son argent puis tout ça, sais-tu qu'est-ce qui est bizarre aussi? Je pense que je m'en rappelle d'avoir vu quand il a été reconnu non coupable complètement, là. Ça a passé aux nouvelles, Ça a j'imagine? passé aux nouvelles, puis ça me dit quelque chose. J'étais avec mon père au Café du Nord. Comme, je te jure, là, j'ai eu une vague mémoire de ça, parce que quand je regardais Fifth Estate, ils en ont fait 2. Puis, quand je regardais un des documentaires, puis là, j'entendais sa voix, puis je le voyais, j'ai dit « Fudge, je suis sûre j'ai déjà vu ça. Ça me dit quelque chose. » Puis là, j'ai eu une mémoire de comme d'être au café, puis que le monde parlait de ça. Puis il y avait la petite TV juquée au coin, là, proche des fridges. Ouais. Puis je te jure, Ouais, ça ça l'a peut-être entendu dans ce ça temps-là. me dit quelque chose, puis c'est drôle que comme cette mémoire-là m'est venue dans la tête. Que j'étais avec mon père au petit Café du Nord. C'est bizarre, hein? Mais on dirait que ça m'a marqué, là. J'ai fait, Ouais, wow, j'ai déjà vu ça. Tu te souvenais pas de ça jusqu'à temps que tu fasses ta recette. Jusqu'à temps que je fasse ma recherche puis que je regarde ce documentaire-là. Donc,
Je vais dire mes sources tout de suite tant qu'à être dedans. Documentaire sur The Fifth Estate de CBC, puis le podcast History of the 90s, qui a fait tellement une bonne job. Puis elle a même comme quelqu'un, je pense que c'est un avocat qui parle aussi, qui explique certaines parties. Évidemment, comme moi, je l'ai coupé beaucoup, parce que je sais pas pour tout mettre qu'est-ce que les avocats disaient, puis qu'est-ce que les polices disaient là-dedans, mais c'est quand même super intéressant si vous voulez aller l'écouter. Et oui, c'est ça mon cas aujourd'hui, René. J'ai pas aimé le commencement, là, parce que c'est une petite fille qui meurt, là, mais après ça... Puis je dis pas que j'ai pas aimé à cause que c'était pas bon, c'est à cause que j'aime pas qu'est-ce qui est arrivé à la petite fille. J'ai jamais le fun d'entendre ça, là. On n'aime jamais quand c'est des enfants, mais c'est un cas qui a marqué le Canada, que... Sais-tu quoi? Je me souviens pas. On n'a jamais entendu parler ben de ce cas-là. Puis... c'est tellement comme un roller coaster d'émotions. T'es comme, yes, non coupable. Il retourne. Yes, tu sais. Ouais, tu penses que c'est fini, puis il ramène en appel. Puis... Oui. Puis là, cette fois-là, il est coupable. Il est coupable. Après ça prend l'ADN pour qu'il soit correct. Oui, donc, c'est comme je le disais, c'était attache ta tuque parce que, tu sais, très tôt au début, t'es comme, Guy Paul Morin sonne suspicious, mais finalement, il est pas suspicious. Ouais. J'ai tombé dans le piège. Après ça, il est comme, c'est Reuben Carter! Mais non, Reuben Carter l'a aidé, tu sais. Ben, tu me donnais un autre nom tout après, je pensais que c'est là que tu t'en allais avec l'histoire. Tu sais, vu que Guy-Paul Morin est pas coupable, voici, tu sais, le prochain nom que je dis. Puis... Ouais, c'est ça. Donc, là, tu sais quoi, la gang? Allez écouter The Hurricane de Bob Dylan. Ah oui, nous autres, on va faire ça aussi. On va faire ça. Fait, comme ça, on va savoir toute l'histoire de Reuben Carter. Oui, l'activiste américain. Oui. Et le boxeur. Il aurait été très populaire si ça aurait pas été de ça. Pauvre monsieur. Ben, Mike Tyson a fait de la prison. Oui. Puis il est encore populaire. Oui. Mais lui, ça arrivé dans le très mauvais temps, puis en plus, il est resté là 20 ans, pauvre monsieur. Ouais, mais puis Mike Tyson, il est réellement coupable. Ouais, c'est ça. All right. On finit ça, René? Faut que je fasse la checklist du fin. Ta liste de lavage. C'est ça qu'on appelait ça? Du fin. De la fin. De la fin? Venez nous trouver sur Facebook ou sur Instagram. On est sur la piste du crime sur les deux plateformes. On met toujours des photos en lien avec les cas sur Facebook pour satisfaire vos yeux et votre curiosité. On a aussi un groupe privé sur Facebook pour des jasettes un peu plus privées. Puis abonnez-vous au podcast aussi sur Spotify, Apple puis YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. On a aussi un site web à cette heure. Un site web et un Patreon, ben oui. Un Patreon. Et de la merch. Ouais, faut que je rajoute ça. Oui. Faut que je change ma checklist de fin. Ah, c'est correct. Fait qu'elle est moins longue, je la trouve longue. OK, c'est beau. Allez voir ça. On vous laisse aller. OK, bye! Bye!